Bonjour et bienvenue dans La Nature des Choses, le podcast qui nous est dédié, à nous, les éco-sensibles qui ressentons le besoin urgent de recréer un lien profond avec le vivant. Je suis Isabelle Giraldo, éco-facilitatrice et guide de reconnexion à la nature. Ici, pas de leçon de morale, mais une exploration sensible et engagée pour traverser ensemble ces temps qui nous bousculent et retrouver notre juste place dans la toile du vivant. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Alice Parisi. Alice se décrit elle-même comme une passeuse, une connecteuse, une semeuse. Et quand tu l'entendras parler, tu comprendras très vite pourquoi ces mots lui vont si bien. Portée depuis toujours par une même question, comment créer des conditions pour que l'autre ose s'exprimer? Comment mettre en place des espaces où la parole circule librement, d'être humain à être humain? Ce fil l'a menée jusqu'en Argentine, auprès des communautés Coya, où elle a découvert le canto con caja, cette tradition de chant et de tambour où tout le monde chante, où la question de bien faire ne se pose pas, où chanter, c'est simplement s'exprimer, honorer, se connecter. Elle a commencé à chanter avec ses amis des communautés ancestrales sur les places publiques et les marchés, par engagement militant d'abord, pour faire entendre un répertoire longtemps discriminé. Quand Alice a quitté l'Argentine pour revenir en France, elle a fait un choix. Elle a fait le choix d'écouter sa raison et non son cœur. Et son corps, à un moment, a refusé de continuer. Une maladie rare pour laquelle la médecine avait peu de réponses l'a obligée à s'arrêter, à aller chercher ailleurs, à apprendre pour la première fois à vraiment s'écouter. C'est peut-être ce chemin-là qui est au centre de notre conversation aujourd'hui, la voix et l'écoute comme chemin vers soi. Ce qui peut se passer quand on s'autorise à laisser sortir ce qui cherche à s'exprimer avant même de savoir ce que c'est. Tu vois, je viens de 2 familles de gens de la terre, qui ont cultivé la terre et j'essaie régulièrement de mettre les mains dans la terre et je sens que c'est pas mon chemin, qu'en fait, moi, ce que la terre attend de moi et ce que je peux offrir à la terre, c'est mon chant. Alors ça y est, c'est bon, j'ai accepté que pour le moment en tout cas, je n'irai pas mettre les mains dans la terre et que j'allais vraiment offrir mon chant. Cette question qu'Alice soulève, presque en passant, m'a beaucoup touchée. Cette idée que finalement, ce que la Terre attendait d'elle, c'était son chant. Ce n'est pas une invitation à ne rien faire, c'est une invitation à trouver ce que toi, moi, chacun, chacune a à offrir. Parce que la Terre n'attend pas de chacun, chacune d'entre nous que nous devenions agriculteurs, agricultrices ou militants, militantes. Elle attend que nous trouvions notre geste juste, celui qui vient de ce que nous sommes vraiment et celui que nous voulons vraiment lui offrir. Cet épisode est aussi un prélude. Alice a créé un rituel artistique et sonore filmé en pleine nature qu'elle appelle Oa Maleona, un rituel de passage, co-créé avec une peintre, une photographe et un vidéaste, qui a commencé comme un geste intime et qui est devenu quelque chose de collectif. On le mentionne aujourd'hui en filigrane, mais dans un prochain épisode, tu entendras les voix de toutes les personnes qui l'ont co-créé. Alors je t'invite à t'installer confortablement et à te laisser traverser par notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Alice et bienvenue dans La Nature des Choses. Je voulais simplement commencer par te demander d'où tu te connectes cet après-midi et comment tu vas? Bonjour Isabelle. Je me connecte, depuis Bordeaux, depuis Casa Cocon, qui est mon lieu de vie et de vie professionnelle. Et comment je vais? Écoute, je suis, dans une période toute douce parce que c'est un temps où je donne pas d'atelier, donc un temps vraiment de reliance à moi-même, de pause. Donc c'est plutôt, doux et surtout je suis ravie de ce temps d'échange avec toi. Très honorée, ouais, de pouvoir, partager, sur, ton podcast qui me parle beaucoup. Donc, ravie. Merci, bienvenue. Mmh. La première question que je pose, qui est un peu une question, traditionnelle sur ce podcast, comme on est dans la nature des choses, j'aime bien introduire les invités par leur demander et te demander du coup, s'il y a un moment dont tu te souviens, une expérience, en nature qui a peut-être transformé ta vision des choses? Est-ce qu'il y a un moment qui te vient? C'est peut-être plusieurs moments, mais peut-être nous partager un moment où tu as fait une rencontre, où tu as vécu un moment, dans la nature et quelque chose a changé en toi? Il y a deux éléments qui me viennent. Le 1er, c'est que je viens de 2 familles de gens de la terre et j'aime bien dire que, j'ai grandi au milieu des vaches et des tournesols. J'ai vraiment, voilà, j'ai grandi, en campagne et donc j'ai quand même une relation, très forte en fait avec, la terre, le vivant, les insectes.
Les animaux, ça a toujours été, très présent. Ça a été d'ailleurs très difficile pour moi de d'arriver en ville, à Bordeaux, pour faire mes études. Ça a été très, très, très dur de m'adapter à la ville. Ça m'a demandé, quelques années et le moment qui a été, je pense, où il y a eu vraiment un avant-après, ça a été il y a quelques années lorsqu'un arbre m'a parlé. Voilà, il y a un j'étais dans un moment, je m'y attendais absolument pas, absolument pas. J'étais, tranquillement allongée, dans l'herbe. Je regardais le ciel et ces belles branches-là au-dessus de moi, ces belles feuilles et là, l'arbre m'a parlé et là, il y a il ouais, ça a été très fort, très, très beau, très touchant. Mmh mh et c'est vrai que là, la connexion, au monde des végétaux, c'est ouverte et voilà, à la fois je partage ça, en toute simplicité et en toute humilité. C'est vrai que des fois quand je partage ça, je me dis: «Oh, les personnes vont penser que je suis folle ou que je me prends pour, je sais pas qui» et je pense que c'est ni l'un ni l'autre et c'est ce qui est. Donc bah, comme c'est ce qui est, bah, voilà, je partage, ce qui est et donc je réponds avec, vérité à ta question. Bah, merci. Merci beaucoup pour ce partage et ton authenticité. Mais je pense que c'est un peu néanmoins cette connexion au vivant qui nous a reliés, qui a fait qu'on s'est trouvés de nouveau, par la comme ça arrive, j'ai pas envie de dire de plus en plus souvent, parce que je pense qu'il y a aussi de belles rencontres qui se font en présentiel, mais il y a aussi ces belles rencontres qui se font grâce aux réseaux sociaux et donc on s'est retrouvés, je pense, un peu par synchronicité ou grâce à cette connexion à la terre et cette connexion au vivant. Je pense que c'est ce qui nous a reliés toutes les 2, ce qui a fait qu'on s'est retrouvés et puis l'idée est venue de faire ce podcast pour que tu nous partages un peu de ton travail et puis en plus particulièrement un rituel que tu as fait, mais ça je pense on en parlera un peu plus tard. Je voulais d'abord commencer par prendre le temps pour que les auditeurs et les auditrices puissent faire ta connaissance et peut-être, en savoir un peu plus sur ton travail. Quand on va sur ton site internet, ce qu'on voit, c'est que tu travailles beaucoup la voix et puis il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que tu proposes des ateliers aussi pour utiliser sa voix. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'a mené, ou qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de travailler la voix comme véhicule? Eh bien, je pense que ça vient de tout simplement de mon histoire, hein, comme dans la plupart des cas, en fait, hein. Je pense que, plus petite et plus jeune, c'était très difficile pour moi de m'exprimer, de dire les choses et avant ça, c'était encore plus difficile d'être en conscience de ce qui se passait en moi, de mes émotions. Alors je crois aussi que c'est le cas de nombreuses personnes, hein, surtout dans nos sociétés, occidentales, françaises, rationnelles, où le mental a beaucoup de très important, où voilà, les éducations peuvent être, assez, rigides et donc voilà, c'est pas une histoire particulière, c'est une histoire que plein d'êtres humains ont vécue. Mais c'est vrai que moi, je l'ai ressenti très fort ça, cette déconnexion de mes émotions, de mon corps et cette incapacité du coup à pouvoir dire, parce qu'avant de pouvoir dire, il faut déjà ressentir et ça m'a menée tellement loin dans la déconnexion, à moi-même que j'en suis tombée malade, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où mon corps, a crié, de douleur et je j'ai pas compris au début parce que, j'avais l'impression d'aller bien, en fait, hein, et je crois que ce cri de mon corps, il est venu me dire: «Écoute-toi, écoute-toi, écoute-toi, ressens». Il est venu voilà, vraiment m'alerter sur cette déconnexion que j'avais à moi-même et il est venu me dire à quel point, bah, écoutez, le mental, ça pouvait être, dangereux parce que ça pouvait être, quelque chose complètement, déconnecté de notre élan, notre être, nos envies profondes, notre âme en fonction des croyances des uns et des autres et c'est ce chemin d'écoute de moi-même et ensuite de verbalisation, de libération, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a menée sur le chemin, du coup de la guérison, qui m'a énormément apporté, alors que j'ai pas fait seule, que j'ai fait, voilà avec tous les cadeaux de la vie,
j'ai eu à cœur, en fait, tout naturellement de pouvoir, aider aussi les personnes qui avaient qui ressentaient, qui vivaient cette déconnexion à eux-mêmes, de les accompagner dans cette écoute profonde d'eux-mêmes, dans cette, expression d'eux-mêmes, dans cette écoute de l'autre aussi, dans cette relation, juste, à soi, à l'autre et à la vie. Voilà, c'est ça qui m'a menée à proposer, ces ateliers. Donc ça a été tout un chemin d'abord d'exploration, de moi à moi, hein. Ça a été un processus, voilà, d'introspection, d'exploration, d'intériorité, d'expérimentation aussi parce que j'ai vraiment, créé mes outils aussi alors, inspirés de tout plein de choses, hein, mais, et c'est aujourd'hui ce que je propose dans mes ateliers, d'expression, de libération, tant de la voix parlée que de la voix chantée. Et ça me parle très fort. C'est aussi quelque chose qui nous relie à mon avis. Quand je t'entends, je me souviens aussi, moi je suis une grande introvertie et petite, je me souviens que j'avais aussi énormément de mal à mettre des mots sur mes ressentis et j'ai remarqué, il y a pas si longtemps, que je mets beaucoup de temps à choisir le mot juste. C'est important pour moi de trouver les mots justes et c'est quelque chose qu'on nous apprend pas tellement, je trouve, dans notre système éducatif, à Mmh. trouver les bons mots. Je sais aussi que souvent dans mes ateliers, quand je nomme cela, quand je dis que, les introvertis, ils ont c'est ou elles ont ce besoin de réfléchir à ce qu'elles vont dire. C'est vraiment important de trouver les mots justes et donc on a un rapport au temps assez différent qu'aux extravertis qui ont besoin, eux, de beaucoup parler pour mettre de l'ordre dans leurs idées. Il y a certaines personnes qui sont très soulagées de se dire: «Ah mais en fait, c'est normal que j'ai besoin de temps» et ce rapport au temps, je trouve, il est aussi important, pour ce travail de mettre des mots, de trouver les mots et de ouais, de donner la voix à nos ressentis. C'est quelque chose qu'on nous apprend pas, donc je trouve que c'est merveilleux que tu proposes ça. C'est un travail très important, je trouve et très riche, de donner cette place à la voix. Et oui, cette notion, merci à toi aussi. Je savais que ça allait faire écho. Effectivement, on a beaucoup de communs et je sais que dans, voilà, le travail que tu relis, il y a aussi cette connexion aux émotions qui est très importante, d'aller écouter les messages, d'aller ensuite poser des actions. Et effectivement, ce rapport au temps, il est essentiel, et là aussi, c'est prendre le contre-pied de cette société, rentable, capitaliste, où il faut aller vite et c'est vraiment, se proposer un tout autre chemin, et le chemin de l'intériorité, de l'écoute profonde de soi, c'est effectivement, s'asseoir, fermer les yeux et respirer et vraiment prendre le temps, en fait. Mmh. Là, d'aller voir, d'aller écouter. C'est un tout autre rapport au temps, effectivement. Mmh mh. Oui, ça résonne fort ce que tu dis parce que je me dis effectivement, c'est un monde, où tout doit aller très vite et quelque part, c'est peut-être normal que les personnes plus introverties, elles ne trouvent pas leur place, ou elles ont c'est difficile pour elles de trouver leur place dans ce monde qui demande d'être tout le temps dans la performance, d'aller très vite et que finalement on n'a pas le temps et tu l'as bien dit, c'est un moment ton corps qui a crié et ça t'a obligé à prendre ce temps finalement de s'écouter soi-même. C'est beau parce que tu le dis plusieurs fois et je trouve que effectivement dans cette société, on manque de temps d'écoute de soi, tout simplement. Mmh. Oui, complètement, complètement, d'écoute de soi, d'écoute de l'autre, d'écoute de la vie, et c'est vrai que moi je dis toujours, j'ai eu un cadeau, immense. Alors je l'ai pas vécu comme un cadeau sur le moment, mais cet arrêt-là, parce que ma vie s'est arrêtée, hein, il y a une dizaine d'années, je n'ai pas eu d'autre choix, en fait, que d'aller regarder. Surtout que j'ai, développé, des symptômes, une maladie que la médecine, classique ne pouvait pas, voilà, n'avait pas de solution pour moi, donc je n'ai pas eu en plus d'autre choix que d'aller, vraiment, chercher le pourquoi, le comment, donc ça a été un très, très, très beau chemin. Et puis, je reviens aussi sur un point là que tu évoquais, au niveau au sujet de prendre son temps et que dans nos sociétés, c'est difficile parce qu'on ne s'accorde pas ces temps-là et c'est pour ça aussi que, j'aime offrir ces espaces de cercle de parole où il y a ce bâton de parole qui circule et où quand j'ai le bâton de parole, c'est moi qui ai le temps de parler et je peux prendre le temps qu'il me faut pour aller regarder ce qui est là, ce que j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de ces instances-là dans nos sociétés pour, donner cette présence à nos paroles, s'autoriser, ce temps-là, comme s'autoriser les temps d'écoute parce qu'on a cet apprentissage de, oui, s'exprimer, mais l'apprentissage aussi d'aller vraiment pleinement écouter l'autre. Sans jugement bien sûr, mais aussi sans conseil et juste dans l'accueil de la parole de l'autre.
et pour moi les 2 sont tout aussi importants. Oui, ça résonne ce que tu dis parce que, j'aime beaucoup cette phrase, moi, que j'ai entendue d'un chef, d'un des peuples natifs d'Amérique du Nord, qui disait: «Ce dont le monde a besoin actuellement, c'est d'écoute profonde». Donc ça rejoint bien ce que tu partages et on a vraiment profondément besoin de personnes comme toi, je pense, qui nous accompagnent à nous écouter et puis surtout à donner une voix à ce qui a besoin d'être exprimé et ça, c'est pas toujours facile non plus. Donc comment est-ce que tu fais pour accompagner, les personnes peut-être à mettre en mots ou à donner voix à ce qui a besoin d'être exprimé? Ah, c'était une superbe question. Bah, je crois que, déjà avant toute chose, je les accueille, je leur souhaite la bienvenue comme elles sont, comme elles se sentent, avec toutes leurs facettes. C'est un peu toujours ce que je leur dis et je crois que déjà je pose le cadre que vraiment ici, elles peuvent tout me dire. Que c'est un espace de confidentialité, que c'est un espace, pour accueillir toutes les émotions et que justement, s'il y a des émotions, ça veut dire que on est au bon endroit, qu'il se passe quelque chose et que bienvenue à ces émotions, elles vont être la base de notre travail et que dans cet espace, bienvenue au rire, bienvenue aux pleurs, vraiment, sincèrement, radicalement. Alors bien sûr, je n'accueille pas de la même façon en individuel et en collectif, mais voilà, c'est toujours quand même ce discours-là que je vais, prononcer. Dans les espaces collectifs de cercle de parole, contrairement aux espaces individuels où là, je vais être vraiment, là pour la personne, pour l'accueillir, l'écouter, être au plus proche d'elle. Dans les espaces collectifs de cercle de parole, je vais, moi aussi, prendre la parole et moi aussi peut-être partager ce que je traverse, ce que je vis, tout en maintenant le cadre de sécurité. Bien sûr, je suis là, garante, gardienne de ce cadre et je vais rester ancrée, alignée. Pour autant, je vais quand même partager un peu de ma vulnérabilité parce que je sais qu'en m'autorisant à partager un peu de ma vulnérabilité, l'autre va se sentir autorisé, va se sentir, identifié et donc ça va être plus facile pour lui de se donner, de se livrer. Tout comme quand je donne des ateliers d'exploration de la voix chantée, où je Oui. suis convaincue qu'à travers la voix chantée viennent se dire des choses, parfois dont on a conscience, mais parfois dont on n'a pas conscience. Je mets aussi là très à l'aise, dans le sens où moi, ma voix chantée, là, dans ces espaces-là, elle n'est pas là pour faire joli. Elle est là pour exprimer ce qui est à l'intérieur de moi, libérer. Et donc, là aussi, en général, quand les personnes entendent cette voix chantée très brute, eh bien, ça les autorise aussi. Ils se disent: «Ah oui, OK, si elle, elle se permet ça, bon, bah, tout est permis». C'est super. Ça me fait penser aussi à des enseignants que j'ai reçus où on dit que, bah, souvent dans les peuples natifs, on nous demande directement de chanter et de danser. C'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien, une façon de s'exprimer tout à fait naturelle et chez nous, c'est devenu vraiment performatif, en fait. On ne s'autorise plus à chanter parce que on doit forcément être dans la performance et quelque part, c'est triste, c'est terrible. Donc ça me réjouit d'entendre que toi, tu dis: «Non, mais en fait, vous arrivez et vous chantez». Qu'est-ce qui se passe dans ces instants-là? Qu'est-ce qui passe dans la voix chantée qui est peut-être différente que dans la voix parlée? Ça m'émeut là de t'entendre, le dire comme ça. Je me rends compte que oui, en t'entendant, c'est tellement précieux d'offrir cet espace-là. Donc merci beaucoup, ça me met en joie de t'écouter aussi. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de différent. Je pense que quand c'est parlé, on est un petit peu plus dans quelque chose de conscient, alors que quand c'est chanté, on est plus dans quelque chose d'inconscient. Même si quand je guide les moments chantés, je peux proposer aux personnes de poser une intention. Par exemple, de poser l'intention de libérer quelque chose à travers leur chant ou de célébrer quelque chose ou mais pour autant, je dis toujours: «Vous pouvez vous proposer une intention comme vous pouvez complètement vous laisser traverser par ce qui est juste et par ce qui viendra». Je crois que dans le chant, il y a vraiment cette part inconsciente où, le corps sait ce qu'il a à chanter. La vie sait ce qui doit s'exprimer, sortir de nous. Il y a vraiment quelque chose avec le chant où je crois qu'on s'en remet un peu à la vie, en fait. Je fais confiance à la vie, enfin, en tout cas, dans moi, les espaces que je guide et dans le chant que je propose, qui est du chant libre, spontané, intuitif, il y a vraiment voilà, je me donne à la vie, j'ouvre la bouche et je laisse faire, je laisse sortir. Il y avait une chose, que tu as dite aussi sur laquelle j'aimerais revenir. Tu as dit que tu avais cherché les réponses en toi.
Et c'est vrai qu'on est aussi dans une culture, une société, même notre système éducatif nous apprend toujours à chercher les réponses en dehors de nous, de chercher quelqu'un qui va nous donner la solution ou qui va nous dire comment est-ce qu'on doit faire. Et donc toi, tu t'es autorisé à chercher tes propres réponses. Mais néanmoins, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a mis sur le chemin du chant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que tu as rencontré le chant, où tu t'es dit: «Ça, voilà, ça c'est le moyen, le véhicule que j'ai envie d'utiliser»? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier? Oui, oui, bien sûr. Alors en fait, déjà moi j'ai toujours eu une approche, une vision de la vie horizontale, dans le sens où ça m'a jamais parlé, mais ça depuis petite, hein, ces rapports de domination, parents-enfants, hem, en fait toutes les dominations ne m'ont jamais parlé en fait. Je trouvais que c'était pas juste et donc très rapidement, je me suis intéressée, aux relations, et aux systèmes plus, horizontaux, d'égalité et c'est vrai que j'ai eu la chance, de vivre donc, en Amérique latine et particulièrement en Argentine où donc l'autogestion est très développée. Donc il y a énormément d'organisations qui fonctionnent de façon horizontale, sans patron, et c'est revendiqué donc parce que, bah, en fait, le peuple, argentin, a vécu une grosse crise économique qui lui a fait perdre complètement confiance, en l'État et donc il n'a eu d'autre choix que de, s'auto-organiser pour, survivre d'une façon, horizontale, sans patron parce que, effectivement, ils ont compris les conclusions qu'ils ont tirées à ce moment-là, c'est que on ne peut pas attendre quelque chose de juste de quelqu'un qui est, hors sol, déconnecté de nous, qui est au-dessus de nous. Ça crée, des rapports, hiérarchiques qui ne sont pas justes et qui font du mal au monde. Et donc moi, j'ai eu la chance d'arriver en Argentine et d'intégrer tout de suite un réseau, très militant et qui fonctionne que de façon horizontale. Donc dans tous les espaces dans lesquels j'étais, hein, que ça soit, aussi bien, la maison dans laquelle je vivais que, la maison culturelle dans laquelle je travaillais, que l'organisation politique, à laquelle j'appartenais et au sein de laquelle je militais et donc ça m'a beaucoup parlé. Pour moi, c'était ça, vraiment, prendre soin de la vie, c'était révolutionnaire. Cette façon-là de s'organiser en tant qu'être humain et pourquoi c'est très présent cette façon-là de fonctionner en Argentine? C'est aussi parce que, dans la région d'Argentine dans laquelle j'habitais, donc c'est une région où il y a beaucoup de communautés amérindiennes et les communautés amérindiennes fonctionnent aussi de façon horizontale avec, des cercles, on est tous assis au même niveau, donc il y a aussi cet héritage-là dans cette région-là de l'Argentine dans laquelle je vivais. Et donc, dans cette région-là d'Argentine, je rencontre donc les personnes qui sont devenues mes amies. Donc je rencontre des personnes qui appartiennent à ces communautés, ancestrales, ces communautés originelles et qui là-bas pratiquent ce chant-là, donc qu'on appelle, canto con caja, donc chant avec tambour ou copla andina et qui a un répertoire, vraiment de célébration de la vie. Il y a vraiment cette dimension, ouais, célébration du vivant, des lunaisons, des solstices et il y a aussi toute la dimension médecine, thérapeutique, justement, donc ce qu'on évoquait avec, la connexion, à son cœur. Voilà, il y a c'est un répertoire, chant et tambour, et donc il y a le tambour qui vient battre, le rythme du cœur et qui nous invite à s'y connecter et ensuite avec la voix, à venir libérer justement ce que l'on ressent, ce que l'on a sur le cœur, nos émotions. Et donc c'est à ce moment-là que, donc c'était il y a maintenant, bah, plus d'une dizaine d'années, où je découvre ce répertoire-là auprès de mes amis. Ces amis me le transmettent et donc pour revenir à ce que je disais, ce qui a été, déterminant effectivement dans mon parcours, dans mon cheminement, c'est le fait de ne pas attendre, vu que j'avais toute cette posture, cette vision horizontale des choses, de ne pas attendre que le médecin me dise quoi faire. Alors oui, au début, j'avais cette attente-là, bien sûr, mais comme je n'ai pas eu ces réponses-là, eh bien la vie m'a invitée à vraiment aller chercher en moi.
Et comme j'avais déjà, voilà, toute cette vision, horizontale et cette vision, aussi, du champ médecine, cette approche-là, et bien, j'ai pu, un peu, trouver mon propre chemin et créer, mes outils. Voilà, c'était un peu long, mais c'est une réponse complète en tout cas. Et donc si je comprends bien, tu as eu cette expérience, en Argentine et puis après tu as eu ta crise et grâce à cette expérience précédente, tu as trouvé tes propres outils, en fait. Tu as créé ce dont tu avais besoin pour prendre soin de toi quelque part. Et oui, c'est exactement ça, c'est là que la vie elle est magique en fait. C'est-à-dire que je découvre ce répertoire-là quelques mois avant de tomber malade. Mmh. Et ça voilà, c'est la vie. À quel point elle est magique, et c'est souvent ça dans la nature, tu sais, il y a, un arbre qui peut être poison et juste à côté de lui, il va y avoir l'arbre qui te soigne. Et bah, voilà, c'est ça que j'ai vécu. J'ai découvert ce répertoire-là qui m'a invité à me connecter à mon cœur et à mes émotions et à le libérer à travers la voix, et quelques mois ensuite, je tombe malade parce que je n'écoute pas mon cœur, et là, ce répertoire vient me rappeler: «Ah! Écoute-toi, libère». Et puis après voilà, j'ai fait un petit peu ma potion magique, hein, avec, tout ce que j'avais vécu, et donc je me suis inspirée de ce que m'ont transmis mes amis des communautés ancestrales. Je l'ai, amené, ici avec beaucoup de respect, et bien sûr leur autorisation, c'est très, très important pour moi. C'est des amis, voilà, je suis tous les jours en lien avec mes amis des communautés ancestrales. J'ai, une reconnaissance, une gratitude, pour eux qui est infinie. À chaque fois que je propose quelque chose ici, souvent je leur écris, j'ai besoin de les tenir informés, et à chaque fois ils me disent: «Mais Alice, ne nous demande plus, on a tellement confiance en toi». C'est voilà, très important pour moi d'être toujours reliée à eux, de leur demander leur autorisation, de les nommer, et je n'ouvre pas un cercle de chance sans les nommer. Mais voilà, ensuite j'ai fait ma petite potion magique avec, bah, qui je suis, avec ma culture d'origine aussi, et j'ai rendu, cette approche-là accessible ici pour, les personnes, de mon territoire, de ma terre. Et puis, bah, bien sûr, je me suis inspirée aussi, je me suis formée, en musicothérapie, en communication non violente, donc tous ces outils-là qui sont des outils, très proches et complémentaires, en fait. Et puis ensuite, ça, c'est sans fin parce que, jusqu'à la fin de ma présence sur terre, je continuerai de m'introspecter, de réfléchir, de créer, d'ajuster, et voilà, de proposer de nouvelles choses pour être au plus juste. Mais ça résonne énormément ce que tu me dis parce que moi aussi je continue, à me former, à être mentorée par quelqu'un qui vient aussi d'une longue lignée de tradition ancestrale et il a un peu le même message de se dire: «En fait, on ne va pas revenir à ce qui était avant. Ces temps sont sans précédent. On ne sait pas ce qui va arriver et comme on doit aller très, très vite aussi, il dit vraiment la magie et c'est incroyable que tu partages ça parce que c'est tout à fait ce que tu as fait. La magie, elle va venir de qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces traditions ancestrales? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Mais comment est-ce qu'on va l'adapter? Bien sûr, avec tout le respect, l'humilité que tu as nommé, en les nommant, en disant d'où ça vient, pour pas s'approprier et refaire la colonisation sur des pratiques, ancestrales. Mais il dit: «Prenez tout ce savoir et adaptez-le à votre réalité, à là où vous êtes». Voilà et donc je trouve que c'est beau qu'on partage, ça aussi, de cette même façon de faire, je pense qui est importante dans ces temps-ci. De se dire il faut pas simplement, je suis un peu contre, je sais pas si on peut dire, mais anti juste de prendre et de reproduire, en fait. Mmh. Moi, ça, c'est même presque plus de la colonisation, en fait, de simplement reprendre les pratiques et de les refaire ici, tandis que de s'instruire, de Pour moi, c'est s'inspirer. oui, voilà, pour s'inspirer de ces sagesses ancestrales, parce que clairement, ça nous manque. C'est un man on vit, nous, dans une culture, une société qui est complètement déconnectée du vivant. Donc c'est beau de pouvoir s'inspirer de ces peuples qui vivent tout à fait en lien avec le reste du vivant, de pouvoir s'inspirer, mais de l'adapter, comme tu l'as dit si bien, pour que ce soit entendable par les gens d'ici. Mmh. Et comme tu le disais au début, quand tu parfois c'est vrai que ça peut surprendre quand on dit, «L'arbre m'a parlé».
Après avec tout le chemin et en expliquant, mais voilà, mais si vous pratiquez, si vous allez vous asseoir régulièrement, vous allez aussi en fait, c'est pour moi, c'est simplement l'ouverture des sens qui fait qu'à un moment, et oui, on entend l'arbre nous parler ou on va rentrer dans autre chose et moi, je suis convaincue que c'est dans notre ADN, hein, c'est quelque chose que l'être humain, il sait faire depuis des générations et que nous, on a oublié et donc c'est beau de se dire qu'il y a des personnes comme toi qui le réapprennent ou qui nous apprennent à nouveau à nous reconnecter à ces parts-là de nous aussi. Mmh. Ouais, complètement. Ouais, ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, ouais, je partage. Et j'avais quand même juste une question par rapport, qu'est-ce que tu entends par chant intuitif? Parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais je me dis peut-être que les auditeurs et les auditrices savent pas forcément ce que ça veut dire. Donc c'est quoi le chant intuitif? Alors, comment je définirais? Pour moi, c'est un chant qui ne cherche pas justement, à chanter bien, chanter juste, comme, le conservatoire, l'académie le voudrait, reproduire tel type de voix, reproduire une chanson, vraiment c'est, à l'opposé de ça. C'est, bah, juste, s'autoriser à ouvrir la bouche et faire sortir des sons et faire sortir ce qui vient. Jouer avec sa voix, laisser faire. C'est ça le chant intuitif, pour moi. Après, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi, justement aller dans la nature. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Aller dans la nature et chanter pour célébrer, comme je disais, la vie, l'arbre en face de moi, le soleil. Dans tous les cas, il y a toujours cette dimension de, laisser faire, cette notion de chanter librement, chanter ce qui vient, chanter sans règle. Alors après ça s'apprend dans le sens ça demande l'apprentissage de se libérer de tout plein d'injonctions à chanter bien. Et d'ailleurs, souvent dans mes ateliers, on en passe par un moment où je propose un temps de: «OK, pour libérer, on va s'autoriser à chanter le moche». Ça serait quoi chanter le moche? Ça serait quoi s'autoriser à chanter mal, le plus mal possible? Et c'est rigolo, souvent je propose ça et donc on y va, on le fait ensemble, faut bien sûr, ça demande d'être guidé pour, s'autoriser pleinement à chanter le moche. Mais en général, c'est ça qui permet de basculer, de «OK» et donc là, on rentre dans le jeu et très souvent, ce qui se passe à la fin, les personnes me disent: «Ah, mais en fait, c'était magnifique! C'était magnifique ce moche» et oui, parce que quand on s'autorise le moche, on s'autorise tout et quand on s'autorise tout, on s'autorise à chanter ce qu'il y a à l'intérieur de nous et là, c'est tellement sublime, c'est tellement unique, c'est tellement vrai. Bon et là, c'est voilà, c'est un cadeau. C'est beau. Mmh. C'est ça le chant intuitif. Et il y a une question qui m'est venue en t'entendant, est-ce qu'il t'arrive de chanter pour la terre ou de chanter comme une offrande, au reste du vivant? Oui, merci de cette question. Tu vois, je viens de 2 familles de gens de la terre, hein, qui ont cultivé la terre et j'essaie régulièrement de mettre les mains dans la terre et je sens que c'est pas mon chemin, qu'en fait moi je ce que la terre attend de moi et ce que je peux offrir à la terre, c'est mon chant. Alors ça y est, c'est bon, j'ai accepté que pour le moment en tout cas, je n'irai pas mettre les mains dans la terre et que j'allais vraiment offrir mon chant et que c'est quelque chose que je fais régulièrement et c'est d'ailleurs, mon prochain l'une de mes prochaines envies là de rituels, artistiques et médecine, c'est vraiment d'offrir un temps sacré où j'irai chanter, pour la terre et notamment pour une terre qui a beaucoup souffert. Oui, en t'entendant, j'ai ce sentiment que c'est important dans ces temps-ci de chanter à la terre. C'est vraiment cette idée d'offrande qui me vient. On est tellement dans une société d'extraction et où on prend, Mmh. on prend, on prend. J'ai la sensation quand tu partages ça que ces chants, c'est vraiment une offrande et elle en a besoin.
Comme dit, il est temps qu'on redonne aussi, qu'on arrête de simplement extraire et comment est-ce qu'on peut redonner? Et je trouve que le chant est une belle façon aussi de faire une offrande. Mmh. Et oui, ça c'est, je crois que c'est aussi mes amis des communautés ancestrales, en Argentine qui me l'ont transmis. Là-bas, il n'y a pas un moment où ils prennent sans donner avant, jusqu'à leur boisson. Avant de boire une gorgée d'eau, ils vont en donner à la Pachamama, à la terre-mère. Et oui, c'est très juste, ce que tu partages. Oui, là, j'ai des frissons en t'entendant. Oh, mon Dieu, dans quel monde vivrions-nous si tout le monde faisait ça? Si on était un peu plus dans cette, réciprocité. Et donc tu avais commencé à nommer cette idée de rituel que tu as envie de faire et c'est, aussi ce qui a fait qu'on est là aujourd'hui pour parler un peu de ce rituel et introduire ce rituel que tu t'es offert. Donc d'abord, ce rituel, comment t'es venue cette idée, en fait? Comment m'est venue cette idée? Alors moi, je suis une ritualiste. Je me crée des rituels à moi-même, je crée des rituels pour la terre, je crée des rituels pour les gens que j'accompagne. Pour moi, les rituels, c'est très important. C'est vraiment, une façon de se connecter puissamment, profondément au cycle de la vie. C'est vraiment une façon de vivre en conscience nos cheminements, nos transformations. Et donc ce rituel, artistique et médecine, donc Oa Ma Leona, c'est venu comme une évidence, en fait. Je crois comme tout ce que je fais depuis quelques années, ça s'impose à moi, en fait. Voilà, c'est la vie qui me porte. Et ça s'est fait d'une façon très naturelle. J'avais envie de m'offrir un temps pour vraiment célébrer cette décennie, qui n'a pas été facile, hein, à ressentir, les faiblesses, les limites de mon corps. Et à la fois, j'avais envie de la célébrer aussi pour tous les j'avais envie de dire au revoir à cette période de grandes difficultés et de souffrance de mon corps. Et à la fois, j'avais envie de remercier aussi, de remercier pour tous les apprentissages, Qu'est-ce que toi, tu entends par rituel? pour moi, un rituel, c'est, un moment sacré. C'est, une façon de célébrer, marquer un passage, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Voilà, pour moi, c'est ça un rituel. C'est, mettre de la présence et de la conscience sur nos cheminements. Et avant de continuer à t'écouter sur ce rituel que tu t'es offert, je voulais te demander aussi, tu as dit c'est venu à toi et tu nous as beaucoup Mmh. dit que tu prends le temps de t'écouter et je me demandais si tu est-ce que tu formalises ces temps d'écoute de toi-même? Ou est-ce que ce sont des choses qui te viennent comme ça? Ou est-ce que tu formalises des temps de silence pour t'écouter? Ou bien est-ce que c'est devenu ça rentre dans ton quotidien? Ce que je peux partager, c'est que ça m'a demandé un véritable apprentissage, que d'apprendre à m'écouter et à écouter mon cœur et mon corps. C'était un vrai, vrai, vrai cheminement, ça m'a demandé du temps. Et aujourd'hui, c'est, presque naturel. Ça me demande pour autant, parfois, de prendre quelques secondes, quelques instants pour fermer les yeux et aller ressentir et aller sonder quel est mon élan, quelle est mon envie. Mais c'est vrai que c'est tellement agréable aujourd'hui de pas me perdre dans des réflexions, ce qui est les pour, les contre, voilà, d'être vraiment, connectée au cœur, c'est d'une simplicité ensuite de pouvoir poser des décisions et dans la justesse. Et donc ce rituel, il est venu à toi comme une évidence? Oui, comme, je crois que tous les gestes que je pose ces dernières, années. Et oui, il est arrivé comme une évidence. J'avais, comme je te disais, j'avais, envie, de clôturer un cycle, cette décennie, voilà, où j'ai passé, voilà, beaucoup de temps à ne faire que ressentir les limites, les faiblesses de mon corps. J'avais vraiment
je sentais que c'était le bon moment de dire au revoir à cette période-là et de la remercier aussi pour tous les apprentissages et je sentais que c'était aussi le moment d'aller dire bonjour à, à cette puissance retrouvée, à cette vitalité, à ce corps plein de d'énergie et donc tout s'est fait de façon très magique, en fait. J'avais déjà connecté avec cette femme, Virginie Rassa, qui fait des peintures médecine. Voilà, je trouvais son travail très intéressant, j'ai toujours, une relation, à la peinture depuis que je suis petite, à la peinture notamment corporelle, assez, assez forte et puis tout s'est fait naturellement, voilà, j'ai eu envie de pouvoir marquer parce que pour moi un rituel, c'est aussi vraiment marquer dans la matière et pour moi un rituel, c'est aussi avoir le regard, témoin de l'autre. Donc j'ai eu aussi envie de travailler avec une photographe, un vidéaste et tout s'est fait d'une façon tellement fluide, tellement magique et je m'étais dit ça, je m'étais dit: «Bah, je sens cet élan-là, je sens que ce serait juste, je sens, la création, et je vais voir, je vais, planter les graines et voir si ça pousse» et puis c'est effectivement, ça s'est fait d'une façon tellement fluide, tellement naturelle que c'était une évidence que je devais m'offrir ce rituel-là, comme ça, avec ces personnes-là, dans cette nature-là et ce qui a été, bon, absolument magique alors, et ça, je crois que ça sera l'occasion d'en parler, lors d'une prochaine fois parce que ça a été tellement, fort, mais ça a aussi été magique pour eux, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis fait un cadeau à moi, mais ça a été aussi un cadeau pour eux et ça a été finalement aussi un rituel pour eux, pour la peintre, pour, la photographe, pour le vidéaste et c'est vrai qu'on a vécu un rituel collectif, en fait. Et une des questions qui me vient comme ça a demandé beaucoup de préparation. Est-ce que tu as préparé ce rituel beaucoup en amont ou est-ce que ça s'est fait aussi sur le moment intuitivement? J'ai envie de un peu sentir quelle était la part de préparation, de planification et puis quelle a été la part de ce qui s'est passé dans l'instant? Ce qui était assez merveilleux, c'est que tous les 3, tous les 4, finalement, on a énormément de communs et on avait déjà une sensibilité commune, une façon de se d'être en relation commune. Ce qui fait que ça a été tout très fluide, en fait. On a eu, quelques temps d'échange pour parler de moi, mes envies, mes besoins, quelle était ma recherche, au niveau esthétique aussi, pas que conceptuel, parce que j'avais des envies très précises de couleurs, de lumière, d'images, donc j'avais vraiment des envies très précises. Ça a été tout de suite compris, vraiment par, les 3 artistes avec qui j'ai travaillé, ce qui fait que, je suis absolument, en résonance avec, les images qui ont été, qui sont voilà, qui ont émergé de ce moment-là et puis ensuite, sur le moment, c'était voilà, ce qui était important, c'était pas que les photos et les vidéos, c'était vraiment vivre pleinement le moment. Ça s'est fait d'une façon tellement douce, en fait. On a pris le temps de d'arriver sur le lieu, de ressentir le lieu, prendre un temps pour se connecter, les uns aux autres, prendre un temps de cercle de parole. Tout était en fait, ritualisé et donc voilà, c'est pas une mise en scène, c'est quelque chose qu'on a vécu pour de vrai, ça c'est sûr. C'est du vrai. C'est d'ailleurs tellement du vrai que parce que le vidéaste est musicien aussi, bon, s'est posé la question, enfin il m'a posé la question de: «Est-ce qu'on enregistre, ta voix en studio et ensuite on fait une captation, d'images?» Non, bien sûr que non. Moi, je cherche pas la perfection. Ça me va si on entend le vent dans le micro, non, moi je chante là pour enfin, pour moi, je chante avec la terre, avec la puissance de la vie et c'est ça que je cherche. Peut-être la question qui me vient, c'est pourquoi était-ce important pour toi de le partager? Parce que finalement, tu t'es dit: «Je vais m'offrir un rituel», mais très vite, c'est beau, tu dis: «C'est devenu un rituel collectif finalement». Ce n'est pas tu pas que pour toi. Je trouve ça très, très beau aussi dans cette, société tellement individualiste de dire: «Beh, finalement, le rituel que tu voulais t'offrir à toi-même est devenu quelque chose de collectif et quelque chose de fort que vous avez vécu ensemble et que tu n'as pas vécu seul». Je trouve que c'est aussi un message fort en ces temps-ci, vraiment.
à faire passer et hem et oui, donc pourquoi tu n'as pas fait ça toute seule dans ton coin? Et oui, c'est vrai, il y a beaucoup de rituels que je fais, la plupart de mes rituels, je les fais seule, dans mon Oui. intimité et je n'en parle à personne ou alors à mes intimes. Là, j'avais envie de quelque chose de vraiment de puissant, déjà pour moi et encore une fois, je pense qu'on a besoin parfois de ce regard témoin de l'autre, Mmh. qui est vraiment témoin de notre processus et ça lui donne encore plus de puissance, de présence, d'existence. Donc il y avait vraiment cette dimension pour moi déjà et il y avait une autre dimension qui est la dimension plus, collective, presque même politique. Parce que pour moi, c'était chanter ma puissance, mais c'était chanter aussi la puissance des femmes. Parce que ce chant qui est presque un cri, hein, finalement, c'est une voix très brute, c'est oui, c'était dire: «Oui, c'est fini, cette décennie de souffrance» et c'est aussi dire: «Oui, c'est fini» parce que ce qui m'a menée à la souffrance, c'est de pas m'écouter, c'est de pas dire non, c'est de pas poser mes limites, c'est de pas me dire, c'est de pas dire ma vérité et c'était aussi crier ce: «Ça, c'est fini, ça, c'est fini» et c'était crier ma puissance, c'était crier, donc ma vérité et j'avais envie de partager ça parce que pour moi, c'est important, ça m'inspire en fait, moi quand d'autres femmes s'autorisent à être elles, ah! Je trouve ça m'inspire tellement, ça me porte tellement et j'avais envie d'offrir ça, alors que je pourrais avoir plein de jugements, hein, sur, cette voix, ces images. C'est extrêmement singulier, mais j'accepte. C'est ce qui est là en moi, c'est cette authenticité, cette unicité et j'ai envie de l'offrir au monde parce que encore une fois, je sais qu'en m'autorisant à être cette femme animale qui crie sa vérité, bah, j'autorise les autres femmes à le faire. Et c'est cette dimension collective qui me fait m'oublier moi-même et oublier peut-être les jugements que je pourrais avoir sur moi, sur ma voix, sur mon corps, sur cette, production, cette création artistique. Parce que dans ces moments-là, je m'oublie et je me mets au service et ça, c'est plus important. Oui, il y a aussi la dimension, animale que j'évoquais. Bah, c'est en lien avec ce que je disais, c'est s'autoriser ce qui est là, en fait et ce qui est là, c'est cette animalité, ce côté brut et c'est s'autoriser, ouais, s'autoriser, en fait. S'autoriser à être comme je suis et ce que je suis, c'est ça et je l'assume pleinement. Oui et en même temps, ce qui me vient en t'écoutant, parce qu'on pourrait utiliser ces mots-là pour au service de quelque chose de très égoïste et très au service de l'ego. De s'autoriser, les autres n'ont qu'à me prendre telle que je suis parce que je m'autorise à être qui je suis et ça peut être finalement très individualiste et égoïste. Et dans ce que tu dis, je pense qu'il y a quelque chose tu l'as nommé et c'est important, je pense, de vraiment, mettre l'attention dessus aussi. Tu dis: «Se mettre au service de autre chose». Mmh. Donc tu t'es autorisé à être dans ton authenticité, mais au service de quelque chose de plus grand que toi. Et je pense que ça, c'est très important parce que ça en fait justement quelque chose de puissant et de beau. Ce que j'entends dans tout ce que tu partages, c'est tu n'as pas fait ce rituel au service de toi, au service de ton ego. Même dans le partage, c'était au service des autres femmes, au service de la terre, au service du vivant, mais pas au service de ton ego. Et je pense que c'est ça aussi qui est important et c'est ça qui en fait quelque chose de beau. Et puis tu l'as dit, pourquoi est-ce que on aurait fait la prise de son en studio juste pour que ce soit beau, parce que là, ça aurait peut-être été au service de ton ego. Mais de le laisser comme ça brut, finalement, ça reste au service de ce plus grand et c'est important, je pense, de le souligner parce que parfois quand on dit: «Non, mais je m'autorise à être» ou «Je m'autorise ceci», oui, mais au service de quelque chose de plus grand que moi et c'est ça qui est fort et qui est important. Mmh. Oui et complètement et quand je t'écoute, c'est même, au-delà de ça, c'est-à-dire que si moi je regarde ça avec mon ego, je me dis: «Oh là là, mais mais c'est quoi ça?»
Donc ça va même, au-delà de ça, c'est vraiment j'oublie mon ego dans ces moments-là parce que je sais que ce qui est important, c'est pas ça. Et j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est très juste ce que tu dis, tu vois? Moi, j'étais pas musicienne, je n'étais pas chanteuse, c'est mes amis des communautés ancestrales qui m'ont transmis leur répertoire. Et quand j'ai commencé à chanter, c'était avec eux, sur la place de la ville, pour revendiquer, faire connaître, ce répertoire amérindien qui, pendant des années, avait été, entaché, discriminé. Donc on allait chanter avec cette dimension politique, même si on ne chantait pas bien parce qu'encore une fois, de toute façon, ce n'était pas le propos. Et souvent, quand je chante ici en France, parce que donc je suis rentrée, j'ai continué à chanter ce répertoire-là en France. Souvent, les personnes me disent: «Oh là là, oh, c'est fou ce que tu es à l'aise, sur scène». Et oui, oui, je suis à l'aise, mais pourquoi je suis à l'aise? Parce que c'est pas moi qui suis importante. Vraiment, c'est pas Alice Parisi qui est importante. En fait, ce qui est important, c'est ce que je chante, Mmh. les messages de ces chants-là. Et le fait de me dire: «Bah oui, là, tu vas monter sur scène et tu vas oublier ta petite personne parce que c'est pas ta petite personne qui est importante». Mais ça me détend parce que je sais que je suis là pour offrir le plus beau et pour passer des messages, pour transmettre quelque chose et que je suis là qu'en canal, en fait. Et donc c'est vraiment cette notion-là d'être au service. Et ça aussi, c'est mes amis des communautés ancestrales qui me l'ont transmis. Je pense que c'est très particulier à notre culture et à cette société contemporaine de être au service de son ego et de ne plus être au service de quelque chose de plus grand ou de la communauté ou du message à faire passer tout simplement. C'est ça que j'entends aussi dans ce que tu partages, c'est: «Je me mets au service de ce message qui est plus important que moi» et du coup, oui, ça nous enlève, toutes ces peurs qu'on pourrait avoir ou ces blocages qu'on peut avoir dans une société ou dans une culture finalement qui est hyper centrée sur l'ego, donc on ne s'autorise plus à chanter si c'est pas dans la performance, à être si c'est pas dans la performance et c'est, c'est une belle leçon que tu partages. Et je me demande à quel point ça fait pas aussi partie du fait que cette vidéo a été tellement bien reçue parce qu'on ressent Mmh. ça, que c'est quelque chose qui transcende l'ego quelque part. Ouais, c'est vrai que ça a été, très fort, je m'y attendais pas, en fait. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, je tous les jours, j'avais quelqu'un qui m'en parlait, en fait, qui me disait: «Mais c'est incroyable, mais raconte-moi». Ça a été très fort, ouais, je crois que ça, et puis ce qui m'a beaucoup touchée justement dans les retours des personnes, c'est, c'est qu'elles me disaient, «Ça m'inspire», et ça, c'était le plus beau cadeau puisque c'était pour ça que je le faisais. «Merci, ça m'inspire, ça me donne envie de faire la même chose», et d'ailleurs, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui m'ont dit: «Bah, moi aussi, je vais faire ça», et qui l'ont fait. Ou d'autres personnes qui m'ont dit: «Bah, écoute, j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour un rituel aussi». Donc après, chacun le fait à sa façon, mais oui, j'ai vu les graines que ça avait semées et j'en suis ravie. Mmh mh. Et je sais aussi que, justement, cet échange que l'on a toutes les 2 et ce podcast, je sais qu'il est attendu et je sais que ça va continuer d'inspirer, de nourrir, donc ça me met, profondément en joie. Mais je t'en remercie. Mmh. Avec plaisir, merci de me faire confiance aussi pour ça et je pense que là, on arrive, tout doucement à la fin de cet épisode-ci, mais il y aura une suite pour parler plus en profondeur de ce rituel et de cette, performance artistique. Et une question qui me vient comme ça, et je ne sais pas si tu veux dire un mot dessus ou on en parlera en tout cas, la prochaine fois. C'est justement l'utilisation de la vidéo parce que, voilà, je me forme aussi dans tout ce qui est processus de création au service de la terre et comment est-ce qu'on peut rentrer en relation avec le vivant par la création et par le processus, artistique. Et ça a été dit, ça a été nommé que finalement ce nouveau moyen qu'est la vidéo, en fait, a un effet et fait peut-être partie intégrante de ce travail que nous avons à faire actuellement. D'utiliser la vidéo parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand c'est filmé et donc je me dis: «Mais peut-être aussi la puissance de ce rituel que tu as proposé, le fait qu'il a été filmé et du coup, il peut être partagé et il continue à planter des graines», comme tu l'as dit.
Et donc je trouve ça aussi intéressant peut-être d'explorer ce fait que la vidéo auquel nous avons accès actuellement, mais peut-être, c'est, une façon en plus de rentrer en lien. Ouais, ce que je peux dire, c'est que, au-delà de la vidéo, je dirais l'image en général, je crois que la photographie aussi. Je crois tout simplement qu'on est dans une société, en fait, tout simplement, on a des yeux et on est sensible à ce que l'on voit, aussi bien qu'on est sensible, on a des oreilles, on est sensible à ce qu'on écoute et c'est pour ça que je trouve que, le podcast du médium est aussi un excellent médium. Les photos et les vidéos, pour moi, le sont tout autant. Voilà, pour moi, ce sont des médiums d'expression, de transmission. Ensuite, dans la photo, il y a la dimension, bien sûr, matière, enfin visuelle. Dans la vidéo, il y a le mouvement qui va s'ajouter à ça et après, ce qui peut être encore plus fort, c'est effectivement de vivre ces instants-là, dans la matière, d'être en présence de cette performance, de ces performances. Mmh. Quelque chose que j'aimerais beaucoup un jour, c'est pouvoir, proposer un rituel et bon, je le fais toujours là, mon prochain concert, c'est un concert rituel et donc là, c'est vraiment une expérience que je propose aux personnes et j'ai l'impression que plus on est dans la matière, plus c'est fort. En attendant, une vidéo, comme tu le disais, ça permet de circuler et d'inspirer. Je pense qu'on va Mmh. tout doucement terminer pour aujourd'hui et puis je me réjouis d'avoir un prochain épisode avec, tout le groupe, tout le collectif, de ce rituel. Et puis en attendant, peut-être tu veux partager aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'ils peuvent trouver ce rituel et puis ton travail? Oui, avec joie. Eh bien, vous pouvez, retrouver, mes propositions, sur mon site web si vous travez tra si vous, vous recherchez Alice Parisi, Bordeaux, vous trouverez mon site web, et vous pouvez me retrouver, sur les réseaux sociaux, donc aussi bien Facebook, pareil Alice, Parisi, Instagram, c'est aliceparisi.voix, Voix. Et il y a aussi, mon canal donc YouTube où vous retrouverez, cette vidéo, le format, long du rituel, Oa, Maleona. Voilà et puis, à nouveau te remercier, Isabelle. J'étais, ouais, ravie de ce temps d'échange. Ouais, de me replonger dans ce rituel, d'aller y mettre, de voilà, toujours plus de conscience avec, tes questions. Et j'ai hâte, effectivement du prochain temps, avec, les 3 autres, artistes. Merci à toi et puis avec plaisir, c'était très agréable comme conversation et j'ai aussi hâte de la suite. Merci Alice pour cette conversation et merci à toi de l'avoir écoutée jusqu'ici. Ce que je vais retenir de cet échange, c'est peut-être tout simplement ça. S'écouter vraiment, ce n'est pas un luxe ou une pratique réservée à celles et ceux qui en ont le temps. C'est une vraie nécessité. Et parfois, c'est le corps qui nous le rappelle, à sa façon, quand on a trop longtemps regardé ailleurs. Alice nous a aussi partagé quelque chose d'important dans cette conversation, que la voix n'est pas seulement un outil de communication, elle est un chemin vers ce qu'on ressent, vers ce qu'on a à dire, vers ce qu'on a à offrir. Et que ce chemin demande qu'on se mette au service de quelque chose de plus grand que soi, en oubliant un peu la petite personne que nous sommes. Et puis il y a aussi cette question qu'elle soulève, et qui continuera peut-être à résonner en toi après cet épisode. Qu'est-ce que toi, tu as envie d'offrir? Pas ce que tu devrais faire, pas ce que les autres font, pas ce que le monde attend que tu fasses, mais simplement ce geste juste, celui qui vient de ce que tu es. On se retrouve très bientôt pour la suite. Dans le prochain épisode, tu entendras Alice, mais aussi la peintre, la photographe et le vidéaste qui ont co-créé avec elle le rituel Oa Maleona. Ce moment filmé en pleine nature, ce passage d'une décennie à une autre, ce cri, ce chant offert à la terre. Et je suis très heureuse de pouvoir te partager ces voix-là aussi. En attendant, tu peux retrouver Alice sur Instagram ou sur YouTube où tu trouveras la vidéo du rituel. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si cette conversation t'a touché, n'hésite pas à la partager autour de toi ou à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute. C'est ce qui permet à ces récits de continuer à circuler. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et de la nature qui t'entoure.